avec des drames, vous avez vu, mais aussi, on revient ici en 1933. Je vais être très bref. La photo, tu peux remettre la photo qu'il y avait avant, parce qu'elle est extraordinairement symbolique. Quelle photo? Celle-ci. Voilà, non, celle-là. Voilà. Celle-ci, voilà. Sur cette photo, beaucoup de choses sont résumées. Je vais être extrêmement bref. 1933, on revient, période nazie, danger de mort pour les Juifs, fuite éperdue. Le baron de Rothschild en France cherche désespérément des lieux pour accueillir tous ces jeunes qui viennent d'Allemagne, des pays de l'Est. Ces jeunes sont en danger et déjà en danger de mort. À Jujals, Lucien, que nous verrons tout à l'heure, est le fils d'un agriculteur qui descend à Brive un jour et un émissaire du baron de Rothschild, à travers le rencontre en disant « Nous cherchons désespérément des fermes pour accueillir des jeunes qui doivent partir ou en Palestine britannique, sous mandat britannique, avec deux conditions, un diplôme d'agriculture et deuxièmement être marié. » Et c'est là où l'histoire de ces hommes se croise avec cette ferme. Et je remets sans cesse l'histoire au centre. En fait, vous avez une universitaire très connue qui s'appelle Anne Greenberg, et qui, je pense, l'année prochaine, organisera le colloque scientifique, en 2010, qui a écrit un article scientifique extrêmement détaillé sur le kibbutz Mahar. J'ai un exemplaire unique ici que vous pourrez consulter. Et c'est elle qui a travaillé pendant des mois et des mois, Anne Greenberg, sur l'histoire de ces hommes, entre 1933 et 1935. Et donc, à partir de cet article, qui a été publié dans les cahiers du judaïsme en 2010, eh bien, si vous voulez, différentes personnalités, organisations sont venues ici. Mais nous remettons cette ferme-école entre les mains de ceux qui passèrent par ici. Et donc, l'histoire assez extraordinaire de ces hommes s'est arrêtée en 1935, puisqu'on vous l'a dit, le sous-préfet a fait fermer le kibbutz et tout le monde a dû partir. Ce qui est extraordinaire, c'est que la plupart de ces hommes ont échappé à la Shoah. Ces hommes sont partis, donc vous verrez l'histoire, on vous en reparlera. Ils sont partis en Palestine sous mandat britannique. Beaucoup ont combattu, sont rentrés dans des kibbutz, ont combattu contre, non pas les nazis là-bas, mais les Ottomans, les Turcs, qui avaient été alliés aux Allemands. Et ces hommes ont participé en 1947-1948, la plupart au combat contre donc, les Arabes, dès que les Britanniques sont partis, pour la fondation de l'État d'Israël. 47-48, et l'État d'Israël est né en 48. Donc on a des vies extraordinaires. Et quand, je mets juste un petit jeu, je suis venu sur les traces découvrir, moi le corrézien, eh bien, Ayelet Achar, ensuite j'ai rencontré Noam, j'avais vu, bon c'est une très longue histoire de rencontres et de rencontres et de rencontres. Et sur cette photo, on a donc, si vous voulez, c'est extrêmement symbolique. Monsieur le maire, limousin, corrézien, qui voit tomber sur sa commune tout ce pan d'histoire, toute cette histoire qui est en train d'éclater. Il y a bien sûr le sous-préfet, et c'est quand même un symbole de savoir qu'un sous-préfet de Brive revient, là où un autre avait fait fuir, c'est quelques centaines, enfin les chiffres, on parlera de l'histoire, mais Anne Greenberg dit 120, d'autres plusieurs centaines qui sont passés là. Ensuite, on a ceux qui ont vécu comme enfants cachés en Limousin. Et là, donc, nous avons fait, je ne vous parlerai même pas des deux sessions que nous avons fait assez extraordinaires, qui duraient des heures, qui sont revenus
pour témoigner que le Limousin, les familles limousines les avaient accueillis avec beaucoup d'amour. Nous avons enfin le petit-fils. Et je reprends ce que Josiane disait tout à l'heure. Son grand-père est passé par le kibbutz. Il a vécu avec son copain une histoire extraordinaire que j'ai mis entre les mains de Jean-Michel qui a fait un film, parce que, je dis bien parce que je suis tombé au kibbutz à Yelet Achar, moi le Limousin qui traînait les bottes, sur une photo extraordinaire d'un papa, un beau papa, qui avait une petite fille dans ses bras. Et j'ai dit, mais qui? On m'a dit, mais ce papa, il était corrézien aussi. Et donc, nous avons pu, à travers toutes ces rencontres, faire venir cette petite fille dont le papa est mort à la place de son grand-père. Ils étaient tous les deux dans le kibbutz, et l'un devait, comme responsable financier, aller à une réunion des responsables kibbutzim. Il n'a pas pu. Il a dit, donc, son grand-père, qui a survécu, a dit à son ami, vas-y, et l'autobus a explosé sur une mine. Ce qui fait que cette petite fille, elle s'est retrouvée orpheline, et leurs deux familles ont été liées de manière extraordinaire. Et nous avons vécu à Chavanac en direct le retour de cette petite fille devant la photo, et son grand-père qui a survécu à Noam a été, je crois qu'à 80 ans, il a passé son diplôme, un diplôme universitaire encore en Israël. Voilà, c'est ça. Donc, Noam travaille dans le premier kibbutz des archives, le premier musée qu'ont fondé les survivants du ghetto, qui s'appelle, Josiane, en hébreu, l'Oramer Agetaot, ça veut dire le kibbutz des Côtes. Et donc, Noam, quand on est arrivé, ben, il a sorti les dossiers de tous ceux qui sont passés par la Corrèze. Et il est venu là pour témoigner avec beaucoup d'émotion. Et enfin, le dernier représentant, eh bien, c'est le représentant officiel qui est le ministre du représentant Ido de l'ambassade d'Israël, qui a bouclé cette boucle. Donc, vous voyez, à travers toutes ces vies, il y a un symbole extraordinaire de ce qui vous tombe sur le dos, monsieur le maire, c'est-à-dire le croisement de vie dans une période qui était dramatique, mais aussi de vies qui ont engendré des histoires extraordinaires que vous allez retrouver en Israël. Chaque vie en Israël représente à la fois des drames et une aventure humaine incroyable. Oui, voilà. C'est vrai. Et je dis cela parce que, si vous voulez, il est important de tout resituer dans le cadre historique pour laisser à ceux qui sont passés, qui ont souffert, tout l'espace, essayer de les regarder, essayer de voir ce qu'ils nous ont enseigné, et de voir maintenant, et je pense que c'est un but dans un temps prochain, de voir ce qu'ils sont devenus, et ce lien indispensable. Voilà. J'ai, comme d'habitude, mélangé pas mal de choses, mais je pense que c'était important de replacer historiquement. Oui, oui, et vous avez dit aussi quelque chose qui est absolument essentiel, oui. André, en rappelant que le monsieur brésilien avait été effectivement accueilli dans son enfance ici. C'est la question de l'accueil. C'est la question non seulement du sauvetage des enfants juifs, mais aussi de l'accueil. Qui accueille-t-on? Comment accueille-t-on? Et aujourd'hui, cette mémoire qui, comme vous dites, retombe de manière importante ici à Juda-de-Nazareth, elle est d'autant plus importante que se pose aujourd'hui la question également de l'accueil des réfugiés. Aujourd'hui, en Europe, c'est aussi une vraie question. Donc je crois que en faisant mémoire d'un passé qui n'a pas été glorieux, parce que l'accueil des Juifs en France n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait voulu, se pose également la question, que fait-on en France également de ceux qui frappent à notre porte dans ces conditions-là? Enfin, je pose la question à monsieur le maire directement, mais... Oui. Mais si, justement, parce que je voulais rebondir sur ce que vous disiez, monsieur Orluc, bon, ça ne me tombe pas complètement comme ça d'un coup sur le dos, parce que j'ai un peu exagéré. Aujourd'hui, j'ai 62 ans, je suis maire de la commune depuis 2014. Il faut savoir que j'ai
j'avais 27-28 ans, j'ai fait un mandat donc, de conseiller municipal dans une autre vie, je dirais, parce que voilà, ça fait un bout de temps, avec un maire qui s'appelait Élie Dupuis, qui était un résistant important, qui a eu un rôle très important dans la résistance. Et notamment, il a coécrit Maquis de Corrèze, où il a écrit lui-même un terroriste ordinaire, puisque à l'époque, c'était des terroristes. Alors, cet homme-là, avec qui j'ai beaucoup appris, je lui dois beaucoup, je dirais, à M. Dupuis, il m'avait expliqué exactement à l'époque ce qu'avait été ce kibbutz et l'accueil qui avait été fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien, on a raison de commémorer, on a raison de dire que Jules Nazareth a permis d'accueillir des Juifs, a permis qu'il y ait ce kibbutz, mais néanmoins, la vérité, quelquefois, elle n'est pas tout à fait celle-ci, quoi. Il faut savoir que l'accueil, il était moyen quand même, l'accueil. Donc il faut, je pense, replacer les choses vraiment dans son contexte, parce que M. Dupuis avait, lui, la mémoire. Donc l'accueil était moyen, pourquoi? Parce que, je l'ai dit quelques fois, mais les paysans du coin ont vu d'un mauvais œil ces gens-là qui leur faisaient une sorte de concurrence, qui allaient vendre leurs légumes au marché. Et ça a été dit, qui vivaient différemment, parce qu'il y avait déjà cet esprit, effectivement, de vie en collectivité, communiste, effectivement. Alors il pouvait d'autant plus m'en parler, le maire, puisque... Mais voilà, donc c'était pas tout à fait comme ça. Après, l'accueil, bon, effectivement, il est dit que c'est le baron de Rothschild, tout ça. Bon, il est dit que la famille Verlac, oui, la famille Verlac a permis tout ça. Mais si vous avez l'occasion de visionner le film de M. Vagelsi, vous verrez qu'à la fin de ce film, d'ailleurs, je trouve bien que ça soit pas été censuré, je trouve qu'à la fin, finalement, la famille qui a accueilli, soi-disant, a quelque peu dérapé un peu, je dirais, dans les derniers moments du kibbutz. Voilà. Je voulais que ce sont des histoires humaines. Voilà. Donc c'est jamais... Voilà. Alors voilà. Mais tout ça pour dire que ça ne me tombe pas dessus, que je suis au courant depuis fort longtemps, que je redis, je rends à César ce qui est à César, c'est la formule consacrée, mais c'est monsieur Maître Lamaga qui était... qui est un avocat qui était maire à l'époque en 95. Nous n'avons pas les mêmes idéaux, mais je lui tire le chapeau puisque c'est lui qui a démarré tout ça. C'est pas tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur le film avec monsieur Jean-Pierre Valéry, c'est bien monsieur Lamaga, maître Lamaga, avec son premier adjoint, Joël Parotto, qui était propriétaire des lieux là, du kibbutz, qui vient de le vendre d'ailleurs. Ce kibbutz vient d'être vendu, la maison essentielle du kibbutz vient d'être vendue très récemment, et je suis fort content parce que ça ne va pas tomber en ruine. D'abord, je suis fort content pour la mémoire, naturellement, mais surtout pour mon village, parce qu'aujourd'hui, on a suffisamment de maisons qui tombent en ruine. Donc, elle va être restaurée pour des appartements, voire dans la grange à côté, peut-être pour une crèche en bas, et pour au-dessus, 3 appartements pour des personnes à mobilité réduite ou haute, ou pour des gens qui sont entre, je dirais, leur domicile et la maison de retraite. Voilà. Donc, ça va, j'espère, revivre ce bâtiment. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être qu'il y aura un endroit qui rappellera également cette histoire, comme vous avez commencé en 2016, par le dépôt de la plaque. Voilà. Très bien. Écoutez, alors, et l'acheteur, c'est c'est un monsieur d'ici. Un monsieur d'ici, oui. C'est monsieur Silvera, qui est entrepreneur de placo, maçonnerie. Donc voilà, il a déjà réalisé des choses importantes sur Noznac, là. Et il a un projet important, voilà, pour tous ces bâtiments. Le bâtiment essentiel qui fait le porche et les 2 bâtiments de chaque côté, plus la grange qui est derrière. Voilà. Très bien. Écoutez, alors je vous propose maintenant d'aller rencontrer Monsieur Verlac, le fils, donc en personne, et puis d'aller visiter effectivement le kibbutz. Après quoi, on pourra regarder le film en présence de son réalisateur, Jean-Michel Vagelsi. Merci vraiment d'avoir fait le déplacement. Pas depuis trop loin, hein, puisque vous habitez maintenant Turenne. Oui, c'est ça, oui. Oui, je vous présenterai avant un petit peu le contexte, et effectivement comment j'ai été amené à pouvoir tirer les fils de cette histoire que j'ai pu creuser, voilà, notamment grâce à André Orluc, qui m'a ouvert les portes, Jean-Michel Delpeuch, enfin tous ces gens qui m'ont permis de tirer le fil et d'avoir, j'espère, un regard assez précis sur cette histoire dans sa genèse et aussi sur ses développements actuels. Voilà, mais ça, je vous dirai ça tout à l'heure. Très bien. Alors allons, nous suivons Monsieur le maire